Le papier plié, trop sagement. C'est la première chose qui m'a frappé. Un petit rectangle blanc coincé là entre une facture d'électricité et un prospectus pour un supermarché. Pas de timbre, pas d'adresse. Juste là, comme si de rien n'était, mais avec une intention si nette qu'elle m'a transpercé l'estomac. Mon cœur a fait un bond, une alarme silencieuse que je connaissais trop bien. Je me suis figé dans l'entrée étroite de l'immeuble, écoutant le ronronnement lointain de la circulation lyonnaise, le murmure assourdi de la télévision du voisin, des bruits normaux, des bruits fragiles. Et puis, j'ai déroulé la note. Les enfants ne devraient pas être accompagnés seuls, surtout pas 2 fois par jour. Mes doigts se sont engourdis, comme frappés par le gel. J'ai relu encore et encore les mots imprimés en caractères nets et impersonnels. Leur sens, tel un poison lent, s'est répandu en moi, m'empoisonnant à chaque battement de mon cœur. Ce n'était pas une simple menace pour me faire fuir, non. C'était une preuve. Ils étaient là, ils me regardaient, ils connaissaient ma routine. Ils étaient assez proches pour laisser une trace de papier là où mon nom aurait dû être. Marie, mon prénom a résonné, plus froid, plus étranger que jamais. J'ai senti une décharge électrique me parcourir, le papier se froissant violemment dans ma main crispée. À quelques pas de moi, une voisine du deuxième, Madame Girard, se tenait là, ses clés tintant au bout de ses doigts. « Ça va, ma petite? Vous avez l'air pâle. » J'ai forcé un sourire qui m'a lacéré le visage, une grimace si douloureuse qu'elle menaçait de me briser la mâchoire. « Très bien, Madame Girard, juste une longue journée. » Mais je n'y croyais pas moi-même. Je ne suis pas remonté dans mon appartement du troisième. Non. J'ai fait demi-tour, mes pieds me portant mécaniquement vers la rue. Mon regard balayait les voitures garées, les coins d'ombre, cherchant l'anomalie, la faille dans le décor que je m'étais acharné à construire. Rien. Tout était à sa place, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses encore pires. Mon portable était déjà dans ma main. Il a répondu à la première sonnerie, sa voix calme, profonde, dangereusement sereine. « Où es-tu? » a demandé Julien. Ce calme ne m'a pas apaisé, il m'a terrifié. Devant mon immeuble, j'ai maintenu mon ton régulier, la panique est contagieuse et je ne voulais pas la laisser prendre racine dans sa voix. Il y a eu une note, un silence, vif, immédiat. Qu'est-ce qu'elle disait? Je lui ai répété les mots, ma gorge nouée. Il n'a pas juré, n'a pas posé de questions superflues, n'a pas élevé la voix. « Monte dans ta voiture », a-t-il ordonné, sa voix basse mais implacable. « Verrouille les portes. Ne démarre pas encore. Il faut que j'aille chercher Léo. » Ma peur a déchiré mon voile de contrôle. « Il est encore à la garderie. »« Je sais, » a-t-il répliqué. « J'y suis déjà. » Mon souffle s'est coupé. La surprise m'a étouffé. J'ai dit que je ne l'approcherais pas, m'a-t-il interrompu, comme s'il lisait dans mes pensées, ce qu'il faisait probablement. Je n'ai pas dit que je ne surveillerais pas le périmètre. L'image de lui à nouveau près de l'école Les Tilleuls, près de Léo, a provoqué une pointe de terreur aiguë dans ma poitrine, suivie d'un sentiment bien plus complexe. Le soulagement. C'était absurde. Le simple fait de le savoir là, ses yeux aiguisés balayant la foule, me donnait l'impression d'être moins seul, d'être un peu plus en sécurité. Ce n'était pas un sentiment que j'aurais cru pouvoir éprouver à nouveau. Pas avec lui. La lumière du matin est une trahison silencieuse. Des années à me battre pour la normalité, pour ces matins prévisibles à Tassin la demi-lune, les chaussures alignées, le cartable zippé, le petit loquet bleu de la boîte à goûter de Léo, vérifié avec tant de sérieux par ses petites mains. 7 minutes de marche pour arriver à l'école. Si Léo ne s'arrêtait pas pour compter les fissures dans le trottoir, 12 ici. La routine était ma forteresse, mon seul bouclier, mon contrôle, mon espoir. L'école primaire Les Tilleuls apparaissait toujours au bout de la rue,
Un bâtiment bas en briques, entouré d'une grille en fer forgé et de banderoles peintes à la main qui flottaient dans l'air frais. Les parents se pressaient près du portail, leurs tasses de café fumantes, leurs voix s'entrelaçant en des discussions familières, inoffensives. Les enfants gambadaient entre les jambes, leur rire clair et lumineux. Normal. Bien, sûr. Je serrais la main de Léo, une petite encre dans mon monde. Il babillait sur ses mots d'orthographe, sûr de tous les connaître. Madame Dubois, sa maîtresse, avait dit qu'il pourrait bientôt passer au niveau supérieur. Ses boucles brunes étaient encore humides de la douche rapide du matin, sa veste mal fermée parce qu'il l'avait fait lui-même. Il ressemblait à n'importe quel enfant de 6 ans marchant vers l'école. Sauf qu'il ne l'était pas. Pas pour moi. Chaque pas de Léo était un rappel douloureux de ce que j'avais porté seul. Chaque respiration qu'il prenait me semblait emprunter à une vie que j'avais lutté pour protéger par le silence, la distance, la fuite. J'avais choisi ce quartier de Lyon parce qu'il était petit, tranquille, loin des aéroports et des noms qui pouvaient signifier quelque chose de dangereux s'ils étaient prononcés trop fort. Je m'étais persuadé que c'était fini. Nous avons atteint le portail. Léo a lâché ma main, apercevant déjà un ami, son meilleur copain, Hugo. « Maman, demain je te fais la course jusqu'à la porte, » m'a-t-il dit, son sourire me désarmant à chaque fois. J'ai souri en retour, caressant sa joue. « Pas de course à l'intérieur, lui ai-je rappelé. « Je t'aime. Je t'aime plus, a-t-il répondu automatiquement. Puis s'est retourné et a couru quand même. Je l'ai regardé disparaître dans le flot d'enfants, attendant qu'il soit en sécurité à l'intérieur du bâtiment avant d'expirer. J'ai ajusté la sangle de mon sac sur mon épaule et me suis retourné. Et je me suis arrêté. Une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue, le moteur au ralenti. Pas une berline familiale, pas un SUV de parents. Longue, basse, les vitres teintées si sombres qu'elles reflétaient le matin au lieu de le révéler. Elle n'avait rien à faire ici. Elle ne correspondait pas au monospace, aux citadines, au dessin à la craie qui s'effaçait sur le trottoir. Et puis je l'ai vu. Lui, il était accoudé à la grille. Pas à l'intérieur de l'école. Pas complètement dehors non plus, juste assez près pour être indubitable. Une épaule appuyée négligemment contre les barreaux métalliques, les mains lâches sur les côtés, sa posture détendue d'une manière qui n'avait rien à voir avec le confort et tout à voir avec la confiance. Comme si l'espace lui appartenait déjà. Mon souffle s'est coupé. Il était grand, trop bien habillé pour un matin de semaine, un manteau sombre, taillé à sa mesure, les cheveux coupés avec une précision retenue. Son visage était illisible au premier coup d'œil, sculpté par le contrôle et une autorité silencieuse. Puis, il a levé la tête. Ses yeux ont trouvé Léo à travers la clôture, et tout en moi est devenu glacial. L'homme n'a pas souri, n'a pas bougé. Il a juste regardé Léo se retourner brièvement, saluant une maîtresse, son profil captant la lumière. La mâchoire de l'homme s'est contractée. Pas de la curiosité, de la reconnaissance. Mon cœur a cogné si fort que j'ai eu le vertige. J'ai fait un pas en arrière sans m'en rendre compte. Mon talon raclant le béton. Le son a dû l'atteindre parce que son regard a glissé lentement, délibérément, jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Le monde s'est rétréci. Je connaissais ce visage. Pas parce que je l'avais vu récemment. Pas parce que je m'étais autorisé à m'en souvenir clairement, mais parce que certaines choses vous marquent au fer rouge et ne vous lâchent jamais. Ses yeux sont revenus vers les portes de l'école, puis vers moi, mesurés, vifs, évaluants. Le regard d'un homme qui compte les années en secondes. Il s'est décollé de la grille et s'est redressé. Mes doigts se sont recroquevillés en poing. Non, pas ici, pas maintenant. Des parents partout, des professeurs, des enfants, des témoins. J'avais toujours su que si le passé revenait, il ne le ferait pas discrètement. Mais je n'avais jamais imaginé ça. Il a fait un pas vers moi. Je l'ai ressenti comme un coup physique. Je me suis retourné,
forçant mes jambes à bouger, me disant de marcher normalement, de me fondre dans la foule. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles alors que je traversais le trottoir dans la direction opposée. Marie, mon nom. Prononcé calmement, doucement, comme si des années de recherche n'avaient pas été nécessaires pour me retrouver. Je me suis arrêté. Je me suis détesté pour cela, mais je me suis arrêté. Lentement, je me suis retourné. Julien se tenait là où je l'avais laissé, ses mains maintenant jointes lâchement devant lui. Il n'a pas haussé le ton. Il n'en avait pas besoin. L'autorité dans sa voix portait facilement à travers le brouhaha matinal. « Je ne suis pas là pour faire une scène, a-t-il dit, mais nous devons parler. » Ma bouche était sèche. « Vous vous trompez, ai-je dit, bien que ma voix me trahisse. Je ne vous connais pas. » Son regard n'a pas faibli. « Tu as changé de nom, a-t-il répliqué. Tu as déménagé. Tu as été prudente. Une pause, tu lui as appris à être prudent, lui aussi. Le sang a déserté mon visage. Il a regardé par-dessus mon épaule une fois de plus à travers le portail vers le bâtiment où Léo avait disparu. « Quel âge a-t-il » a-t-il demandé doucement. Ma poitrine s'est serrée jusqu'à la douleur. J'ai forcé mon menton à se lever. « Vous ne devriez pas être ici. » Il a hoché la tête légèrement, comme s'il concédait un point qui n'avait pas d'importance. « Et pourtant, a-t-il dit, ses yeux s'assombrissant en revenant vers moi. Me voici. » La cloche de l'école a sonné, aiguë et forte. Les enfants ont disparu à l'intérieur. Le portail a commencé à se fermer. Et debout dans la lumière du matin, avec une douzaine d'étrangers à quelques pas, j'ai réalisé la vérité que j'avais passé des années à fuir. Elle m'avait enfin rattrapé. Le passé ne m'avait pas suivi discrètement. Il était revenu en plein jour et il regardait mon fils. J'avais appris à disparaître à la vue de tous. Il ne fallait pas courir. Il ne fallait pas paniquer. Il ne fallait pas attirer l'attention. Respirer, sourire quand c'était nécessaire et se déplacer comme si l'on était à sa place. Parce que la peur était une langue que les hommes comme lui parlaient couramment. Mais debout là, avec le portail de l'école à moitié fermé, le matin se clairsemant autour d'eux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sentais vu. Julien ne détournait pas le regard. Ses yeux restaient fixés sur les portes vitrées de l'école, sur l'endroit exact où Léo avait disparu quelques secondes plus tôt. Les parents passaient d'entre nous, les voix se chevauchant, les poussettes grinçant, une maîtresse riant trop fort d'une chose inoffensive. Rien de tout cela ne le touchait. Il se tenait immobile, comme si le reste du monde n'était que du bruit, et que la seule chose qui comptait était de l'autre côté de cette clôture. J'ai suivi son regard avant de pouvoir m'en empêcher. Les portes étaient maintenant closes. Léo n'était plus visible, en sécurité à l'intérieur. Normal. Julien a expiré lentement, puis si doucement que je me suis presque convaincu que je l'avais imaginé. Ses lèvres ont bougé. Léo. Le son m'a frappé comme un coup de poing. Pas prononcé clairement. Pas annoncé. Juste un souffle bas et stupéfait, comme si le mot lui avait échappé avant que son esprit ne puisse l'arrêter. Ma vision s'est brouillée. J'ai senti un goût métallique dans la bouche. Mon estomac s'est contracté si fort que j'ai dû y presser ma main, mes ongles s'enfonçant dans mon manteau pour me maintenir debout. Il savait. Pas qu'il soupçonnait, pas qu'il devinait. Il savait. J'ai fait un pas en arrière, secouant la tête. « Tu n'as pas le droit de prononcer son nom », ai-je murmuré, les mots raclant ma gorge. Son regard s'est posé sur moi instantanément. Quelque chose a vacillé là. Le choc, puis le calcul, puis quelque chose de bien plus dangereux. La certitude. « Tu l'as nommé », a-t-il dit doucement. Après la tempête. Mon souffle s'est coupé. Je n'avais dit ça à personne. Pas le surnom, pas cette nuit-là, pas la façon dont la pluie avait battu les fenêtres d'un appartement bon marché pendant que je tenais un nouveau-né et pleurais silencieusement parce que pleurer à haute voix me semblait dangereux. Comment?
Ma voix s'est brisée. J'ai ravalé ma salive. Vous vous trompez. Il s'est approché, sans envahir mon espace, sans me toucher, juste assez près pour que je puisse sentir la gravité de sa présence déplacer l'air entre nous. J'ai rejoué ton visage 1000 fois, a-t-il dit, sa voix rauque, essayant de comprendre ce que j'avais manqué, ce que tu avais caché, ce que j'étais trop arrogant pour penser que je perdrais. J'ai secoué la tête à nouveau, plus sèchement cette fois. Tu n'es pas censé être ici. Un léger sourire a tiré sa bouche. Il n'a pas atteint ses yeux. Et tu n'étais pas censé partir, a-t-il répliqué. Madame Dubois s'est raclé la gorge à proximité, nous regardant avec un froncement de sourcils qui disait qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne savait pas quoi nommer. Je me suis forcé à me redresser, à masquer mon expression pour qu'elle paraisse neutre. C'était une école. Il y avait des règles, des caméras, des témoins. Il le savait aussi. Cet enfant, a-t-il dit, baissant la voix, marche comme moi. Mon cœur s'est fendu. Il penche la tête quand il écoute, a continué l'homme, son regard revenant brièvement vers le bâtiment. Ah, il surveille les sorties, toujours conscient de l'emplacement des portes. Mes lèvres tremblaient. Je n'avais pas appris ça à Léo volontairement. Ça s'était infiltré en lui par des avertissements chuchotés, des portes à moitié verrouillées, et la façon dont je vérifiais toujours les reflets dans les vitres. La survie à Pristo. Tu ne le connais pas, ai-je dit farouchement. Non, a-t-il concédé. Mais je connais le sang. Les mots se sont installés entre nous, lourds et inéluctables. J'ai jeté un nouveau coup d'œil autour de moi. Trop de monde, trop près. Je pouvais sentir les prémices d'une scène se former, et la panique est flambée, vive et brûlante. Pars, ai-je sifflé. Maintenant, si tu te soucies de lui. Sa mâchoire s'est contractée. Tu penses que je mettrais mon propre fils en danger? Le mot « fils » a résonné comme du verre brisé dans ma poitrine. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu la fracture sous le calme. La façon dont son contrôle n'était plus sans effort, mais tenu en laisse. Tu n'étais pas censé me retrouver. Ai-je dit. C'était le but. Je ne t'ai pas retrouvé, a-t-il répliqué. Tu m'as retrouvé. J'ai fixé mon regard sur lui incrédule. Le nom que tu as choisi pour l'école, a-t-il continué calmement. La rue, le moment, tu as arrêté de bouger. Tu as construit une routine. Son regard s'est adouci d'une infime fraction. Tu étais fatigué. La vérité de ces mots a fait s'affaisser mes épaules. Je voulais qu'il ait des amis, et je chuchotais. Une classe, une vie où personne ne chuchotait quand il entrait dans une pièce. Et à la place, a-t-il dit, tu lui as offert une enfance sans père. L'accusation n'était pas perçante. Elle n'avait pas besoin de l'être. La douleur a jailli, brûlante. Tu n'as pas le droit de réécrire ça, ai-je claqué. Tu n'as pas le droit de te tenir devant son école et de décider que tu es à ta place. Il a reculé alors. Juste un pas, une concession ou un avertissement. Je ne l'approcherai pas, a-t-il dit. Pas aujourd'hui, pas sans toi. Mon souffle a tremblé, mais je ne pars pas, a-t-il ajouté. Et je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. La cloche a sonné à nouveau, lointaine maintenant. Des retardataires sont passés en coup de vent, indifférents. Il a maintenu mon regard, stable et inébranlable. Tu peux t'éloigner, a-t-il dit. Tu peux prétendre que ça s'arrête là, ma poitrine était douloureuse. Mais tu sais que non, a-t-il terminé. Parce qu'au moment où je l'ai vu, tout ce que j'avais enterré est revenu. J'ai fermé les yeux, parce que la vérité terrifiante hurlait déjà en moi. Il n'avait pas juste reconnu Léo, il l'avait revendiqué. Et le passé que j'avais enterré n'était pas revenu pour se venger. Il était revenu pour le sang. Le pire n'était pas sa présence. C'était la façon dont tout le monde autour de nous commençait à la ressentir. La tension ne s'annonçait pas par le son ou le mouvement. Elle s'infiltrait, silencieuse et insistante, courbant l'air juste assez pour que les gens commencent à lever les yeux de leur routine. Une mère a fait une pause au milieu d'une phrase avec sa fille.
Madame Dubois, près du portail, a cessé de sourire. Même le brigadier scolaire a déplacé son poids, les yeux plissés comme si son instinct lui chuchotait que quelque chose n'allait pas. Je sentais la prise se resserrer autour de ma poitrine. C'était exactement ce que j'avais passé des années à éviter. Des regards, de l'attention, des schémas se formant là où il ne devrait pas y en avoir. J'ai fait un pas en arrière, puis un autre, forçant mes pieds à bouger dans la direction opposée. Si je pouvais juste m'éloigner, si je pouvais mettre de la distance entre moi et ce moment, cela pourrait encore se briser en quelque chose de niable, quelque chose qui ne me suivrait pas à la maison. Il faut que je parte, et je dis, ma voix basse et urgente. Tu en as assez dit. Je me suis retourné brusquement, le cœur martelant, et j'ai failli entrer en collision avec un groupe de CP conduit vers le portail par une maîtresse munie d'un bloc-notes. L'un des enfants m'a regardé fixement, puis m'a dépassé, les yeux écarquillés. Maman, a chuchoté une petite fille, tirant la manche de son parent. Pourquoi cet homme regarde comme ça? J'ai tressailli. J'ai senti Julien bouger avant de l'entendre, sans me poursuivre, sans se presser, ajustant simplement sa position pour que je ne puisse pas simplement disparaître sur le trottoir sans le dépasser à nouveau. Marie, a-t-il dit plus fort cette femme. Des têtes se sont tournées, pas toutes en même temps. Pas ceux de manière dramatique, juste assez pour me faire hérisser les poils. J'ai arrêté de marcher, lentement, délibérément, je me suis retourné pour lui faire face, mon expression se durcissant en quelque chose qui pouvait passer pour du calme si personne ne regardait de trop près. Ce n'est pas l'endroit, ai-je dit à travers des dents serrées. Il a incliné légèrement la tête, reconnaissant la vérité. 2 minutes, a-t-il dit calmement. Mon estomac s'est serré. Quoi? Ai-je chuchoté. 2 minutes, a-t-il répété, regardant autour de lui sans intimidation, sans ostentation, mais avec une conscience qui faisait que les gens s'écartaient instinctivement de son chemin. C'est tout ce que je demande. Madame Dubois s'est approchée, prudente mais polie. Monsieur, si vous n'êtes pas un parent ou un tuteur, je vais devoir vous demander de vous éloigner du portail. L'homme n'a pas brusqué, n'a pas élevé la voix. Je comprends, a-t-il dit dans douceur. Je n'interférerai pas avec les sorties ou les arrivées. J'ai juste besoin d'un instant avec Marie. La maîtresse a cligné des yeux. Vous vous connaissez? J'ai senti le piège se refermer. Non, ai-je dit rapidement. Nous ne nous connaissons pas. Son regard a glissé vers moi, illisible. Nous le faisons, a-t-il dit gentiment. Mais je comprends pourquoi elle dirait ça. Un murmure a couru parmi les parents proches. Mon visage brûlait. Tu n'as pas le droit de faire ça, ai-je sifflé à voix basse. Tu n'as pas le droit de me coincer ici. Je ne te coince pas, a-t-il répliqué tranquillement. Je garde ça public. Cela m'a glacé plus que la colère n'aurait jamais pu le faire. Public signifiait des témoins, des caméras, des responsabilités. Public signifiait qu'il choisissait la retenue et me forçait à faire de même. Un petit garçon est passé en courant, son cartable rebondissant, et a failli trébucher. Julien a tendu la main instinctivement, le stabilisant avant qu'il ne tombe. Son contact a été bref, précautionneux. Le garçon l'a regardé, surpris, puis a souri. « Merci, monsieur. » Julien a hoché la tête une fois. « Fais attention. » J'ai vu la scène se dérouler, le cœur serré. Bien sûr qu'il serait bon avec les enfants. Bien sûr qu'il aurait l'air de quelqu'un qui avait sa place ici. C'était ça, le danger. J'ai pris une respiration tremblante. 2 minutes, ai-je dit assez fort pour que Madame Dubois l'entende. Ensuite, vous partez. Il a de nouveau incliné la tête. D'accord. Nous nous sommes éloignés de quelques pas du portail, toujours bien en vue, toujours observés. Je pouvais sentir le poids de la curiosité me presser de toutes parts. Une mère a fait semblant de nouer le lacet de son fils à proximité. Madame Dubois s'est attardée trop longtemps à la porte. Quelqu'un a levé un téléphone, pas pour filmer exactement, mais pour le tenir prêt. J'ai croisé fermement les bras. « Dis ce que tu as à dire.
Ses yeux se sont adoucis d'une infime fraction. « Je ne suis pas là pour le prendre, a-t-il dit. Je ne suis pas là pour te faire peur. Tu as déjà fait les deux, ai-je rétorqué. Je sais, a-t-il dit, et je suis désolé. Le mot m'a prise au dépourvu. J'aurais dû aborder ça différemment, a-t-il poursuivi. Mais je n'étais pas préparé à le voir, pas comme ça, pas ici. Ma gorge s'est serrée. Tu aurais dû rester loin. Et te laisser croire que tu étais toujours invisible, a-t-il demandé doucement. Qu'une autre personne ne remarquerait pas ce que j'ai remarqué. Je me suis figé. Qu'est-ce que tu veux dire? Son regard a glissé vers la rue, vers la voiture noire au ralenti, patiemment, vers le mouvement subtil d'un homme prétendant vérifier sa montre de l'autre côté. Tu n'étais pas la seule à avoir cessé de courir, a-t-il dit. Et tu n'étais pas la seule à t'avoir trouvé. Mon sang s'est glacé. Tu as apporté ça à une école, ai-je chuchoté. Non, a-t-il dit fermement. Je me suis amené moi-même. Eux auraient apporté pire. Madame Dubois s'est raclée la gorge à nouveau, plus fort cette fois. Tout va bien ici? J'ai forcé un sourire qui semblait pouvoir se briser. Oui, ça va. Julien a regardé sa montre. 1 minute, a-t-il dit. Je le détestais pour ça, pour le calme, pour le contrôle. Tu peux me détester, a-t-il dit doucement, comme s'il lisait dans mes pensées. Tu devrais probablement. Ma voix tremblait. Alors laisse-nous tranquilles. Je le ferai, a-t-il répliqué. Pour l'instant. Un soulagement a jailli, bref et fragile. Mais je reviendrai demain, a-t-il ajouté. Même heure, même endroit. Mon cœur s'est serré. Ce n'est pas fini, a-t-il dit, rencontrant mon regard avec une certitude tranquille. Et cela ne restera pas sûr juste parce que tu le demandes. Il a reculé, créant de l'espace permettant l'évasion. Autour de nous, le matin a repris sa forme. Les voix se sont élevées. Les rires sont revenus, hésitants, mais réels. Je n'ai pas attendu. Je me suis retourné et me suis éloigné, les jambes tremblantes, le pouls rugissant, chaque instinct hurlant que quelque chose d'irréversible venait de commencer. Derrière moi, avec des témoins alignés sur le trottoir et des caméras clignotant au-dessus, l'homme qui connaissait mon passé m'a regardé partir et m'a laissé faire. La mémoire n'est jamais arrivée en douceur. Elle a percuté Marie avec la même violence cette nuit-là que toutes les autres fois. Aiguë, vivide, impitoyable, la tirant du présent pour la ramener à cette nuit qu'elle avait juré de ne jamais revivre. La pluie battait déjà les fenêtres alors. Non pas la bruine douce d'un matin tranquille, mais des trombes d'eau lourdes et implacables qui transformaient la rue sous son appartement en une tache de lumière brisée. Elle s'était tenue pieds nus sur le carrelage froid, une main appuyée contre le comptoir de la cuisine, l'autre agrippant son téléphone si fort que ses doigts étaient devenus insensibles. Numéro inconnu, elle avait failli l'ignorer. Presque. Le message avait été court, clinique, terrifiant dans sa retenue. Tu es aimé, tu es surveillé. Pars avant que l'enfant ne devienne un levier. Son estomac s'était serré si vite qu'elle avait cru s'évanouir. Un deuxième message avait suivi avant même qu'elle ne puisse traiter le premier. Un homme comme lui collectionne les ennemis comme d'autres collectionnent l'argent. Les bébés ne survivent pas à ça. Elle se souvenait de s'être effondrée sur le sol de la cuisine, le souffle court, paniqué, tandis que son esprit repassait chaque conversation, chaque regard par-dessus son épaule, chaque fois qu'elle avait senti des yeux sur elle et l'avait rejetée comme de la paranoïa. Elle n'était pas paranoïaque, elle était en retard. On avait frappé à la porte quelques minutes plus tard, pas fort, pas violemment, poliment. 3 coups doux contre la porte. Son cœur avait failli s'arrêter. Marie avait appelé une voix calme depuis le couloir. Ouvre la porte. Elle ne l'avait pas fait. Elle avait rampé jusqu'à la chambre à la place, les mains tremblantes tandis qu'elle attrapait le sac de sport qu'elle avait préparé des semaines plus tôt, se disant qu'elle était dramatique.
Des vêtements, des documents, de l'argent qu'elle avait siphonné discrètement, lentement, pour que personne ne le remarque. Son téléphone avait vibré à nouveau. Une voiture t'attend en bas, tu as une chance de partir discrètement. Elle avait alors pressé une main sur son ventre, des larmes glissant silencieusement sur ses joues. Je te promets, avait-elle chuchoté à la vie qui grandissait en elle, je te protégerai coûte que coûte. Elle était partie avant l'aube. Pas de mots, pas d'adieu, pas d'explication. Parce que les explications étaient des faiblesses et l'amour. L'amour avait été la chose la plus dangereuse de toutes. La mémoire s'est fracturée, se fragmentant de nouveau dans le présent, avec un choc qui a fait haleter Marie. Elle se tenait sur le trottoir devant l'école, le matin maintenant trop lumineux, trop ordinaire pour la tempête qui faisait rage en elle. Julien, lui, était toujours là, la regardant avec une intensité qui la faisait se sentir à vif. Mais autre chose avait changé. Elle l'a remarqué comme une proie remarque un changement dans la forêt. La rue était plus calme, pas vide, juste ajustée. Un camion de livraison qui avait été au ralenti au coin de la rue a roulé et a disparu. Le moteur d'une berline garée a démarré, puis a calé, son conducteur sortant pour passer un appel. Un homme en veste sombre s'est appuyé négligemment contre un lampadaire où il n'avait pas été auparavant. Son regard balayait le pâté de maison avec une aisance exercée. Son souffle s'est coupé. Elle reconnaissait maintenant le schéma, la chorégraphie. « Dis-leur d'arrêter », a-t-elle murmuré férocement, gardant son visage neutre pour le bien des parents qui passaient. « Tu fais ça juste devant l'école. » Il a suivi son regard sans bouger la tête. « Ils ne sont pas là pour toi, a-t-il dit doucement. Ils sont là pour s'assurer que personne d'autre ne le soit. » Ses mains tremblaient. Ce n'est pas mieux. Je sais. Le mot portait un poids, un regret, une retenue. Tu as promis, a-t-elle sifflé. Tu as dit que tu n'aggraverais pas les choses. J'ai dit que je ne l'approcherais pas, a-t-il répliqué calmement. J'ai dit que je ne ferais pas de scène. Son rire est sorti cassant. Tu appelles ça discret? Il s'est alors tourné pour lui faire face pleinement, baissant encore plus la voix. Marie, au moment où je me suis tenu à ce portail, c'était déjà pire. Tu ne le savais juste pas encore. Sa poitrine s'est serrée douloureusement. Tu penses que j'ai fui parce que j'avais peur de toi? Je sais que non, a-t-il dit doucement. Tu as fui parce que tu avais peur de ce que le fait d'être avec moi lui ferait. La vérité de ces mots m'a coupé le souffle. J'ai détourné les yeux, clignant des paupières avec force. J'ai été prévenue, a-t-elle dit, les mots ayant le goût du sang ancien. On m'a dit de partir avant que le bébé ne devienne un levier. Sa mâchoire s'est durcie. Qui? Elle a secoué la tête. Je ne l'ai jamais découvert et je ne voulais pas. Tu aurais dû venir me voir, a-t-il dit, non pas accusateur, mais constatant. Et risquer qu'ils aient raison, a-t-elle rétorqué. Risquer qu'ils grandissent avec une cible sur le dos? Un silence s'est étiré entre eux, épais et lourd. J'ai échoué, a-t-il dit finalement. L'aveu l'a stupéfaite. Je n'ai pas vu la menace assez vite, a-t-il poursuivi. Et à cause de ça, tu as disparu. Et j'ai passé des années à fouiller les mauvaises villes, à chercher des réponses. Elle a fermé les yeux. Derrière eux, un de ces hommes est subtilement changé de position, bloquant l'extrémité de la rue sans attirer l'attention. Un autre a murmuré dans une oreillette, le regard alerté, mat et calme. Le passé n'était pas seulement revenu. Il avait maintenant des crocs. « J'ai fait une promesse, a dit Marie doucement, de le protéger coûte que coûte. » Sa voix a baissé plus rugueuse. « Moi aussi. Je ne le savais juste pas encore. » Elle l'a regardé alors, vraiment regardé, et pour la première fois depuis cette nuit de pluie et de peur et de fuite, elle a compris quelque chose de terrifiant. Fuir avait permis à Léo de rester caché, mais rester l'avait juste rendu visible. Et quels que soient les ennemis qui avaient autrefois chuchoté dans l'obscurité, il savait maintenant exactement où chercher.
Franchement, tout ça, c'est complètement absurde. Je suis là, au cœur de Lyon, dans une maison sécurisée qui ressemble à une prison de luxe, avec des hommes en costume qui se fondent dans le décor, mais dont chaque mouvement est une menace latente. Et pourquoi? Parce que mon passé, non, notre passé, a décidé de refaire surface. On parle de menaces anonymes, de pères qui surgissent de nulle part pour réclamer leurs droits sur un enfant dont ils ignoraient l'existence il y a quelques jours, de dangers invisibles qui se manifestent en plein jour. Dans mon ancien monde, dans ma vie d'avant, celle que j'avais essayé de construire brique par brique, une telle histoire aurait été un mauvais roman policier, le genre qu'on lit pour s'évader. Mais là, c'est ma vie. C'est la vie de Léo. C'est tellement extravagant, tellement hors de tout ce que j'avais connu. Et pourtant, la peur est réelle, l'incertitude est palpable. Je me pince le bras parfois, juste pour être sûr que je ne rêve pas, que ce n'est pas un cauchemar dont je vais me réveiller. Est-ce que Julien a raison? Est-ce que j'étais naïf de penser qu'on pouvait juste disparaître? Ou est-ce qu'il surréagit, entraîné par cette colère sourde qu'il porte en lui? Je n'en sais rien. Je suis perdu dans ce labyrinthe de décisions, d'émotions. Qui croire? Qui protéger? Moi, je ne veux que le calme. Juste le calme. La maison sécurisée était devenue silencieuse après minuit. Non pas le calme doux du sommeil, mais le silence lourd de l'attente. Celui qui appuyait sur les oreilles de Marie jusqu'à ce que chaque souffle semble trop fort, chaque pensée trop aiguë. Léo dormait plus loin dans le couloir, étalé en travers du lit, un bras jeté sur un oreiller comme s'il possédait l'espace. Des gardes tournaient à l'extérieur, des écrans brillaient doucement dans une autre pièce. Marie ne pouvait pas rester tranquille. Elle se tenait au comptoir de la cuisine, les doigts serrés autour d'une tasse qu'elle n'avait pas touchée, fixant le vide. La vérité reposait dans sa poitrine comme un fil électrique sous tension. Elle l'avait fait pendant des années. Elle l'avait enveloppé d'excuses, l'avait enterré sous la survie, s'était convaincue que le silence était une protection. Cette nuit, le silence lui semblait un autre mensonge. Julien était là quand elle a finalement parlé, appuyé contre l'embrasure de la porte, sa veste retirée, les manches retroussées, le calme dangereux qu'elle avait toujours reconnu le tirant fermement. Il n'avait pas interrompu ses allées et venues, n'avait pas posé de questions. Il avait juste attendu. « Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de t'aimer », a-t-elle dit soudainement. Les mots sont tombés dans la pièce et y sont restés. Son regard s'est aiguisé. « Je sais. » Elle a ravalé sa salive avec difficulté. « Je suis parti parce qu'ils sont venus me chercher. » C'est là que ça a craqué. Le calme s'est brisé. Pas à l'extérieur, pas de manière explosive, mais assez pour qu'elle le ressente comme un changement de gravité. Il s'est légèrement redressé. Ses yeux sont devenus sombres, concentrés, mortels. « Qui ?» a-t-il demandé. Marie a fermé les yeux. « Je ne connais pas les noms. C'était le but. » Elle les a rouverts, se forçant à rencontrer son regard. Ça a commencé par des messages anonymes, prudents. Il savait où j'étais, où je travaillais, ce que je portais. Ses mains tremblaient maintenant. Elle ne les a pas arrêtées. Ils m'ont dit que j'étais précieuse, que j'étais un message. Sa mâchoire s'est contractée. Ils ont dit que me faire du mal te ferait du mal, a-t-elle poursuivi, et que si je restais, le bébé en paierait le prix. La pièce a semblé plus petite. Ils ne t'ont jamais mentionné directement, a-t-elle dit. Ils n'en avaient pas besoin. Ils voulaient que j'aie assez peur pour disparaître toute seule. Sa voix était basse. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Parce que cette question l'avait hantée pendant 6 ans. Parce que je les ai crus, a-t-elle dit, les larmes finissant par s'échapper. J'ai cru que si je te le disais, tu riposterais, et ils intensifieraient leurs actions, et nous nous retrouverions au milieu d'une guerre avec un nouveau-né pris entre 2 feux. Elle a ri faiblement. Tu m'as appris que la violence répond à la violence.
Je ne voulais juste pas que mon enfant soit la réponse. Le silence s'est étiré, épais, volatile. J'ai pensé a-t-elle chuchoté, que si je m'enfuyais discrètement, si je disparaissais sans rien déclencher, il perdrait d'intérêt. Et pendant un temps, ça a marché. Ses mains se sont serrées en poing sur ses côtés. Ils n'ont pas arrêté, a-t-elle continué. Ils ont juste attendu. Et quand rien ne s'est passé, quand tu n'as pas réagi, n'as pas chassé, ils sont passés à autre chose. Où j'ai cru qu'ils l'avaient fait. Sa poitrine s'est serrée douloureusement. Je me suis convaincu d'avoir fait le bon choix, que tu étais plus en sécurité sans savoir, que Léo était plus en sécurité en n'étant jamais vu. Il a fait un pas dans la pièce, non pas vers elle, mais à l'écart. Il s'est tourné brusquement, passant une main dans ses cheveux, le souffle contrôlé mais tendu. Elle le sentait maintenant, la fureur qui montait enfin à la surface. « Ils t'ont utilisé », a-t-il dit doucement. Elle a hoché la tête. « Oui, ils ont utilisé mon nom pour te menacer », a-t-il continué, sa voix se transformant en quelque chose de dangereux. « Et je ne l'ai même jamais su. Je ne faisais pas confiance au monde dans lequel tu vivais, » a-t-elle dit doucement. « Mais je te faisais confiance, trop, peut-être. J'ai fait confiance au fait que si je t'impliquais, des gens mourraient. » Il s'est retourné vers elle. Alors le calme avait disparu, non pas remplacé par le chaos, mais par quelque chose de bien plus terrifiant, la précision. « Ils ont ciblé une femme enceinte », a-t-il dit, chaque mot mesuré. « Pour me punir. » Ses yeux brûlaient, et je les ai laissés penser que ça avait marché. « Marie », a-t-il dit, son nom rugueux maintenant. « J'aurais brûlé la ville pour toi. »« Je sais », a-t-elle chuchoté. « C'est pour ça que j'ai couru. » Quelque chose en lui s'est brisé. Pas bruyamment, pas visiblement, mais assez pour que ses épaules s'affaissent une demi-seconde, comme si le poids venait enfin de le frapper. « Tu étais seule, a-t-il dit. Elle a hoché la tête. « Je l'ai choisi. »« Non, » a-t-il corrigé sèchement. « Tu y as été forcé. » Il s'est approché alors, s'arrêtant juste avant de la toucher. Sa rage n'était pas dirigée contre elle. Elle était enroulée vers l'extérieur, retenue seulement par les murs et l'enfant endormi dans le couloir. « Ils n'ont pas le droit de réécrire ça, » a-t-il dit. « Ils n'ont pas le droit de t'utiliser comme un avertissement. » Elle a essuyé ses joues. « Je n'ai jamais voulu de vengeance. »« Je sais, » a-t-il dit. « Il ne s'agit pas de vengeance. » Son téléphone était déjà dans sa main. Il s'agit d'y mettre fin. Elle l'a regardé parler doucement dedans, donnant des ordres calmes et absolus. Des noms, des heures, des ressources. Quand il a raccroché, il l'a regardé à nouveau, les yeux plus doux maintenant, mais non moins résolus. « Tu ne m'as pas trahi, » a-t-il dit. « Tu as survécu. » Son souffle va trembler. « Et eux » a-t-il poursuivi, sa voix froide et certaine. « Viennent de me rappeler pourquoi personne n'est autorisé à menacer ce qui est à moi. » Elle a tressailli au bord possessif, puis a réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois depuis qu'elle avait fui, sa colère n'était pas quelque chose qu'elle craignait. C'était quelque chose qui se tenait entre son enfant et les gens qui avaient essayé de les détruire. Et cela la terrifiait d'une manière entièrement différente. La lumière du matin est arrivée doucement dans la maison sécurisée, non pas avec des alarmes ou des cris, mais avec des lumières pâles filtrant à travers le verre renforcé et le léger murmure des gardes qui changeaient de corps. Marie s'est réveillée sur le canapé, raide et désorientée, son corps encore tendu après une nuit qui s'était étirée trop longtemps entre peur et vérité. Pendant un instant, elle a oublié où elle se trouvait. Puis elle a entendu le rire de Léo. Il flottait dans le couloir, léger et sans retenue, et sa poitrine s'est serrée d'une alarme instinctive avant qu'elle ne se force à respirer. Mais elle s'est redressée et a suivi le son, chaque pas lourd d'une appréhension qu'elle ne voulait pas nommer. Léo était assis à la longue table à manger, les pieds balançant de la chaise,
un cahier d'exercice ouvert devant lui. Des crayons étaient éparpillés partout, certains taillés, d'autres mâchouillés jusqu'au trognon. Il fronçait les sourcils, profondément concentré. En face de lui était assis Julien. Il ne planait pas, ne commandait pas. Il avait retiré sa veste, les manches de sa chemise de nouveau retroussées, les avant-bras posés sur la table. Sa posture était attentive d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'autorité et tout à voir avec la présence. Non, regarde, a-t-il dit doucement, tapotant la page d'un doigt. Celui-ci veut que tu comptes par dizaines. Léo a plissé les yeux. Mais c'est ennuyeux. Un coin de la bouche de Julien a tressailli. La plupart des choses importantes le sont. Marie s'est figée dans l'embrasure de la porte. Ça n'était pas censé exister. Léo s'est penché plus près, baissant la voix de manière conspiratrice. Maman dit que les choses ennuyeuses sont des mensonges que les adultes racontent aux enfants. Julien a laissé échapper un rire étouffé avant de pouvoir se retenir. Ta maman a l'air très intelligente. Léo a rayonné. Elle l'est. La gorge de Marie brûlait. Elle a regardé Julien glisser un crayon vers Léo, prudemment, délibérément, comme s'il manipulait quelque chose de fragile. Sa grande main paraissait presque absurde à côté de celle de Léo, mais lorsque les doigts de Léo ont effleuré les siens, le contact est resté. Non possessif, protecteur. Quelque chose dans la poitrine de Marie s'est fêlé. Elle s'est raclée la gorge. Léo a levé les yeux instantanément. « Maman, il m'a aidé avec les maths. » Julien s'est tourné en même temps. Son expression a changé quand il l'a vue. Non pas durcie, non pas en retrait, juste consciente. « Bonjour, a-t-il dit. Elle a hoché la tête raidement. « Bonjour. » Léo a sauté de sa chaise et a couru vers elle, la serrant par la taille. Elle l'a automatiquement enlacée, pressant sa joue contre ses cheveux. « Il peut lire l'histoire ce soir? » a demandé Léo soudainement. Marie s'est raidie. « Qui? »« Lui, » a dit Léo regardant en arrière. « Il fait les voix. » Julien a cligné des yeux, visiblement pris au dépourvu. « Je ne fais pas les voix. »« Si tu les fais, » a insisté Léo. Celle du dragon était drôle. Marie a ravalé sa salive. « Peut-être plus tard, » a-t-elle dit doucement. « On verra. » Léo a accepté cela avec un haussement d'épaule et s'est dirigé vers la cuisine, déjà distrait par la promesse de céréales. Le silence s'est installé dans l'embrasure de la porte. « Il a demandé, » a dit Julien doucement. « J'ai vu, » a répondu Marie. « Il voulait savoir combien il y a de planètes, » a-t-il continué. « Et pourquoi la lune ne tombe pas? » Elle a fermé les yeux brièvement. « As-tu répondu? » Je lui ai dit que je ne savais pas tout, a-t-il dit, juste comment trouver les gens qui savent. Cela aurait dû la troubler. Au lieu de cela, cela lui a fait mal. Plus tard, elle les a regardés de loin, alors que Léo était étendu sur le sol avec des petites voitures qu'il avait d'une manière ou d'une autre sorties de son cartable. Julien était assis en tailleur à côté de lui. Mal à l'aise, clairement peu habitué à cette position, mais essayant quand même. Celle-ci est la plus rapide, a déclaré Léo, poussant une voiture rouge. Julien l'a examiné sérieusement. La vitesse n'est pas tout. Léo a froncé les sourcils. Alors, qu'est-ce qu'il est? Il a réfléchi. Restez sur la route. Le souffle de Marie s'est coupé. Léo se brossait les dents avec une gravité exagérée ce soir-là, puis s'est glissé dans le lit inconnu sans se plaindre. Marie a remonté la couverture autour de lui, lissant ses boucles. « Maman, » a-t-il chuchoté. « C'est mon papa? » Son cœur s'est brisé silencieusement. Elle a hésité. Trop longtemps. Julien, lui, était là, immobile comme une statue dans l'encadrement de la porte, feignant de ne pas écouter. Il s'attendait à la réponse de Marie, celle qu'elle aurait pu lui donner pour protéger Léo des complications de son monde, ou de son monde à lui. Il a senti le silence lourd s'installer, le poids de chaque seconde se poser entre Léo, Marie et lui. Il a vu Léo tendre son petit bras au-delà de Marie, un mouvement instinctif, sans la moindre réflexion, pour attraper son doigt. Ce geste l'a figé,
La traversée d'une émotion si pure, si inattendue, qu'il a retenu son souffle. Ce n'était pas une question rhétorique, cette question de «Mon papa», c'était une prière. Et Julien, pour la première fois de sa vie d'homme d'action, de contrôle, s'est senti absolument sans défense. Mais Léo a juste bâillé. Ne pars pas. Je suis là, a-t-il dit, sa voix rocailleuse. Il est resté là, debout, immobile, jusqu'à ce que la respiration de Léo se fasse régulière, que le sommeil le prenne complètement. Le second attentat n'est pas venu la nuit. Il est venu à 8h20 du matin. C'est la première chose que j'ai comprise en me tenant à nouveau devant l'école Les Stilleuls, la main de Léo nichée dans la mienne, son cartable rebondissant contre son dos. Le ciel était d'un bleu douloureux. Le trottoir bourdonnait de sons familiers. Des parents se plaignant de la circulation, des maîtresses regroupant les enfants, des rires résonnant sur les murs de briques. Normal. C'est précisément pour cela que c'était faux. Ma peau s'est hérissée dès que j'ai posé le pied sur le bloc. Pas de la peur, exactement. Une conscience. La même sensation que j'avais eue il y a des années. Juste avant le message. Juste avant les coups à la porte. J'ai ralenti. Léo m'a regardé. Maman. J'ai forcé un sourire. Juste fatigué, mon cœur. Mais mes yeux scrutaient déjà les alentours. Il y avait plus de voitures que d'habitude, non pas garées au hasard comme celles des parents, mais placées avec des angles trop nets, un espacement trop délibéré. Une camionnette blanche était au ralenti près du coin de la rue, le moteur tournant mais personne n'en sortait. Deux hommes se tenaient près du passage piéton, feignant de se disputer au téléphone. Et puis j'ai vu la femme, élégante, les cheveux noirs tirés en arrière, des lunettes de soleil trop grandes pour un matin d'école. Elle se tenait de l'autre côté de la rue, sa posture détendue, son regard fixé non pas sur moi, mais sur le portail, sur les enfants. Mon estomac s'est serré. Je l'ai senti avant de le voir. Une présence dans mon dos, solide et contenue, assez proche pour que sa main effleure le bas de mon dos sans avertir. Ne réagis pas, a-t-il murmuré. Mon pouls a explosé. Ils sont là. Oui, a-t-il dit, et ils ont choisi ça exprès. Léo a tiré sur ma main. Maman, je peux y aller? Reste avec moi, ai-je dit rapidement, resserrant ma prise. Trop fort. Léo a froncé les sourcils, mais n'a pas discuté. Autour de nous, les parents ralentissaient, sentant que quelque chose n'allait pas sans savoir quoi. Des téléphones se sont levés. Madame Dubois, près du portail, a fait une pause, les yeux plissés. Public, des témoins. Des caméras montées sur le bâtiment captaient tous les angles. Ils me veulent, ai-je chuchoté. Ils veulent le contrôle, a-t-il corrigé doucement. La peur avec un public. La femme de l'autre côté de la rue a levé son téléphone. Un message a vibré dans ma poche en même temps. Traverse la grille seule où le premier enfant tombe. J'ai eu froid. Mon souffle s'est coupé. J'ai senti le monde se rétrécir à la petite main dans la mienne, chaude et confiante. Non, ai-je chuchoté. Il m'a regardé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Un autre message a suivi. Tu sais que nous le ferons. Ma jambe tremblait. Je pouvais déjà le voir. Le chaos, les cris, la débandade des parents terrifiés. Je pouvais voir le visage de Léo déformé par la peur. J'ai fait un pas en avant. Sa main s'est refermée autour de mon poignet instantanément, non pas dure, mais inflexible. Non, a-t-il dit, sa voix basse et mortelle. Ils vont faire du mal à quelqu'un, ai-je murmuré désespérément. Ils vont faire du mal à un enfant. Ils ne le feront pas, a-t-il dit. Tu ne sais pas ça. Je sais, a-t-il répliqué, les yeux ne quittant jamais la rue. Parce que ce n'est pas une exécution, c'est une performance. La femme de l'autre côté de la rue a souri faiblement, comme si elle pouvait nous entendre. Ma poitrine semblait s'effondrer. Lâche-moi, je me rendrai, je ferai ce qu'ils veulent. Juste fais entrer Léo.
Il s'est alors tourné complètement vers moi, bloquant ma vue sur la rue de sorte que tout ce que je pouvais voir, c'était lui. C'est là que tu me fais confiance, a-t-il dit. Ma voix s'est brisée. Te faire confiance avec la vie des enfants? Avec la mienne, a-t-il corrigé. Avec mon nom, avec tout ce qu'il pense savoir de moi. Une sirène a gémi faiblement au loin. Pas assez près, pas assez vite. La femme a baissé son téléphone. De l'autre côté de la rue, un des hommes a ajusté sa veste. J'ai senti le temps se fracturer. Je ne peux pas, ai-je commencé. Il s'est penché, son front presque touchant le mien, sa voix à peine audible. Ils veulent du sang devant les caméras, a-t-il dit. Je ne leur donnerai pas. Puis, calmement, il a élevé la voix. Faites entrer les enfants, a-t-il dit. Pas crier, pas ordonner, prononcer. Les maîtresses d'une réagit instantanément. Les portes se sont ouvertes. Le personnel s'est déplacé avec une urgence nette, dirigeant les enfants à travers les grilles. Les parents ont hésité, confus, mais la peur voyageait vite. La file s'est dissoute en mouvement. Le sourire de la femme a vacillé. « Ça se termine maintenant », a-t-il dit doucement, les yeux fixés sur elle. Des hommes sont apparus, sans se précipiter, sans violence. Ils sont entrés en scène comme s'ils avaient toujours été là, bloquant les angles, redirigeant le mouvement, contenant sans brandir d'armes. Des voitures de police sont arrivées quelques secondes plus tard. Pas de lumière clignotante, pas de fusil levé, contrôlé, préparé. La femme a juré à voix basse. « Tu as perdu », a-t-il dit. Elle a ri sèchement. « Pas aujourd'hui. » Elle s'est retournée pour partir. Et ce fut l'erreur. Parce que les caméras l'ont capturée. Parce que les témoins l'ont regardé s'enfuir. Parce que le pouvoir ne venait pas de la violence. Il venait d'être vu en la choisissant. Je me suis affaissé alors que le dernier enfant disparaissait à l'intérieur, Léo agrippé à ma jambe. Confus et effrayé, mais indemne. Je me suis laissé tomber à genoux, mes bras l'enlaçant, mon souffle tremblant. Julien s'est agenouillé à côté de moi, une main ferme sur le dos de Léo. « C'est fini », a-t-il murmuré. J'ai levé les yeux vers lui, les larmes coulant à flots. « Tu n'as pas tiré », ai-je chuchoté. Il a secoué la tête. J'ai promis. Derrière nous, les rivaux ont disparu dans la ville, exposés, traqués, plus intouchables. Auriez-vous eu le même courage que lui? Ou auriez-vous cédé à la peur qui paralyse? C'est une question que je me pose encore parfois. La rue semblait redevenue ordinaire. C'était la partie la plus étrange. En fin d'après-midi, les voitures de police étaient parties. Les véhicules supplémentaires s'étaient fondus dans la circulation. Les parents sont revenus sur le trottoir en groupe prudent, chuchotant à propos d'exercices et de fausses alertes, et probablement de rien du tout. L'école a envoyé un email insipide, rempli de réassurance et de jargon politique qui a lissé les arêtes de ce qui avait presque eu lieu. Presque. Je me tenais au portail, Léo pressé contre mon flanc, ma main posée sur son épaule, comme si j'avais peur que la terre ne s'ouvre sous nous si je le lâchais. Il était plus silencieux que d'habitude, les yeux trop pensifs pour un enfant de son âge. « On rentre à la maison maintenant ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit doucement. « On rentre à la maison. » Le mot semblait fragile, temporaire. Julien s'est accroupi devant Léo, se baissant pour que leurs yeux soient au même niveau. Le monde semblait se recalibrer autour de cet acte simple. Les parents ont ralenti sans savoir pourquoi. Les maîtresses ont jeté un coup d'œil, puis ont détourné le regard, cédant instinctivement de l'espace. « À plus tard, mon grand », a-t-il dit gentiment. Léo l'a étudié avec une intensité solennelle. Puis, sans hésitation, il a tendu la main et a serré sa petite main autour d'un des doigts de Julien. Mon souffle s'est coupé brusquement dans ma poitrine. « N'oublie pas », a dit Léo sérieusement, « tu me dois toujours la fin de l'histoire des dinosaures. » Un sourire a vacillé sur le visage de Julien, réel, sans retenue. « Je n'oublierai pas. » Léo a hoché la tête, satisfait, et a trotté vers moi, tirant ma main. « Viens, maman. » J'ai suivi,
les jambes instables, le cœur se brisant d'une manière à laquelle je n'étais pas préparé. Nous avons marché un demi-pâté de maison avant que je ne réalise qu'il n'était pas derrière nous. Il attendait près du portail, nous regardant partir, sa posture toujours contrôlée, comme un homme qui savait comment lâcher prise, même si cela lui coûtait tout. Mon téléphone a vibré avant que je n'atteigne la voiture. Un message, une adresse, une heure. Ce soir, je savais ce que c'était sans avoir à demander. Le trajet de retour s'est déroulé dans un flou de feu de signalisation et de respiration courte. Léo bavardait sur les crayons de couleur et les dictées, et si les dinosaures survivraient dans l'espace. J'ai répondu automatiquement, mon esprit tournant en boucle autour d'une seule pensée. C'est le dernier choix. L'appartement semblait trop petit quand nous sommes arrivés, les murs trop fins, trop exposés. Après que Léo se soit endormi, serrant son dinosaure en peluche, je suis resté longtemps dans la cuisine, fixant le vide. Puis j'ai attrapé mon manteau. L'adresse me menait à un bâtiment discret en bordure de la ville. Vert, acier, une sécurité si discrète qu'elle était presque invisible. Je n'ai pas été arrêté, je n'ai pas été interrogé. Il attendait déjà. Pas de garde, pas d'armes, juste lui. Debout près d'une fenêtre qui surplombait la ville, comme si c'était quelque chose qu'il avait possédé autrefois et qu'il reconnaissait à peine maintenant. « Je peux faire disparaître tout ça », a-t-il dit sans se retourner. Complètement. Je suis resté près de la porte. Défini disparaître. De l'argent, de nouveaux noms, une nouvelle ville, un nouveau pays si tu veux. Il m'a finalement fait face. Des écoles vérifiées, des médecins payés, une protection sans proximité. Ma gorge s'est serrée. Et toi? Je n'en ferai pas partie, a-t-il dit simplement. Pas directement. Le silence s'est étiré. Tu nous laisserais partir? Ai-je chuchoté. Oui, ce n'était pas du martyre. Ce n'était pas de la stratégie. C'était l'amour dépouillé de possession. Et si je reste? Ai-je demandé. Sa mâchoire s'est contractée. Alors tu restes à découvert avec moi. Avec tous les dangers qui accompagnent mon nom, avec une protection qui ne prétend pas que le monde est gentil. J'ai croisé les bras autour de moi. Tu me demandes de choisir entre la peur et la vérité. Je te demande de choisir ce avec quoi tu peux vivre, a-t-il dit doucement. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, fixant les lumières de la ville. Je me suis souvenu de ma fuite, enceinte, tremblante, convaincu que la disparition était une miséricorde. Je me suis souvenu des années passées à regarder Léo scruter les foules, à poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Est-ce qu'il... Ma voix s'est brisée. Est-ce qu'il mérite de savoir? Oui, a-t-il dit immédiatement, puis plus doucement. Toi aussi. Je me suis retourné vers lui. Je ne disparaîtrai plus jamais, ai-je dit. Mais je ne serai pas possédé. Je ne serai pas séché derrière des grilles ou des hommes ou de l'argent. Il n'a pas d'interrompu. Si je reste, ai-je continué, ma voix stable maintenant. C'est parce que je te choisis, pas ta protection, pas ton pouvoir. Toi, son souffle s'est coupé. Et Léo, ai-je ajouté, il grandira en voyant son père, non pas comme un mythe, non pas comme une ombre, mais comme un homme qui se montre. Il a traversé la pièce lentement, s'arrêtant à un bras de distance. « Et si j'échoue? » a-t-il demandé. « Alors nous y ferons face, ai-je dit. Ensemble ou pas du tout. » Pendant un instant, il n'a rien dit. Puis il a tendu la main. Non pas ordonnant, non pas revendiquant, mais offrant. Je l'ai prise. Le choix s'est installé entre nous. Lourd, final, vivant. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, la poussière n'est jamais vraiment retombée. Je suis Marie, toujours, mais une Marie différente, marquée par les choix faits sous la contrainte, par les vérités déterrées. Parfois, en regardant Léo, maintenant plus grand, plus sûr de lui, je pense que c'était la meilleure décision que j'aurais pu prendre. D'autres fois, la nuit, quand le silence est trop profond,
Je me demande si j'ai commis une erreur monumentale. Probablement les deux, n'est-ce pas? La vie est rarement binaire. Elle est une complexité de nuances, d'ombres et de lumière. Rien n'est parfait, rien n'est acquis. Mais c'est ma vie, notre vie. Et c'est tout ce qui compte.